Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les réformes institutionnelles et politiques occupent une place prépondérante dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Alors, ces réformes passent inéluctablement par la révision de la loi fondamentale. Alors, quelle est la nature de ces réformes? Existe-t-il aujourd'hui un projet gouvernemental de révision? Avec aujourd'hui la configuration du Parlement, quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement? Autant de questions que nous aurons à poser ce soir au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le professeur Joseph Fifamé Diogbenou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je serai avec André Dossa de Canal 3. André Dossa, bonsoir. Bonsoir Prévert Lotero, bonsoir chers amis téléspectateurs. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le candidat Patrice Talon a promis une transformation de notre République au moyen de réformes institutionnelles et politiques que le président Patrice Talon s'emploie à mettre en œuvre. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire en nous disant quelles sont les grandes lignes de ces réformes? C'est le moment de rappeler que le programme d'action du gouvernement, bien révélé, est un véritable contrat d'amour à l'égard de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est durable. Bien beau, durable pour notre pays, bien beau, durable pour nos compatriotes, pour l'Afrique, pour l'ambition que nous portons, que le président de la République porte pour le monde. C'est vrai que dans le cadre de son projet de société, il a diagnostiqué un certain dysfonctionnement. On va dire quelques plaies institutionnelles qui ne militent pas en faveur, j'ai parlé de durabilité, en faveur de l'édification durable de notre État. Et vous imaginez bien que les deux autres piliers fondamentaux de son programme d'action du gouvernement, c'est la transformation structurelle de l'économie et c'est l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Si on procède à cette transformation culturelle, si on améliore la qualité de vie, les conditions de vie de nos populations, faut-il encore que le cadre institutionnel offre cette possibilité? Faut-il encore que le cadre institutionnel facilite cela? Et c'est pour cela qu'ayant diagnostiqué ces dysfonctionnements, il a considéré que le pilier fondamental de son programme d'action du gouvernement, déjà donc identifié au moment de la campagne électorale, de son projet de société, c'est le renforcement de notre État de droit, de notre modèle démocratique, de notre gouvernance, ce qui passe nécessairement par les réformes. Et donc, ces réformes constituent, je veux dire, la fondation de ce que le président de la République porte comme ambition. Mettre du marbre, construire des routes, des ponts et chaussées, c'est vrai, ça peut durer. Mais cela durera beaucoup plus confortablement lorsque le système politique, l'état de droit est davantage renforcé. Alors, on va aller dans les détails à présent. Professeur Diogbenou, vous avez présidé une commission qui a justement étudié, réfléchi sur les idées de réforme au plan institutionnel et politique que propose le chef de l'État. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette commission, les travaux au sein de cette commission ont achoppé sur la question du mandat unique. Qu'est-ce que, aujourd'hui, concrètement, vous proposez dans ce sens-là? Je veux dire deux choses. La première chose, il est de la nature, de la vocation de toute commission de donner des avis. Je dis des avis. Ça peut ne pas être un avis, donc des avis. La commission que j'ai eu l'honneur de présider aurait eu pour vocation de trancher qu'elle aurait perdu sa nature, sa substance. Et donc, ce que le président de la République
a confié à la Commission de faire, ce n'est pas de trancher les questions. Le président de la République a soumis à la Commission ses propositions et demande à la Commission de les évaluer, de dire ce qu'on peut en déduire comme impact, comme efficacité, ce qui pourrait en résulter, je veux dire, comme mesure de précaution, et quelle direction, si le choix était fait en faveur de l'une ou l'autre des propositions, quelle direction, lui, il devrait prendre. C'est l'objet de la Commission. Et donc, il faut bien considérer et comprendre que la Commission n'a pas pour mission, n'a pas pour fonction, n'a pas pour vocation de trancher. Et deuxièmement, le mandat, sa durée, son caractère renouvelable ou pas. Il faudrait aussi, de ce point de vue, rappeler que la question du mandat rentre dans le cadre de la réforme globale, de la révision de la Constitution. Que cette révision de la Constitution, même si elle n'est pas totalement conjoncturelle, même si elle n'est pas parfaitement structurelle, elle est quand même systémique. Nous sommes dans un cadre systémique. C'est-à-dire que cette réforme de la révision, oui. Juste encore quelques mots pour terminer sur cette question qui me paraît extrêmement importante. Ne pas prendre le mandat dans sa durée, dans son caractère renouvelable ou non, comme un élément isolé de l'ensemble des propositions. Ça n'a pas de sens. Il est à attacher à toutes les propositions visant par exemple le renforcement des partis politiques, visant par exemple l'équilibre des pouvoirs institutionnels, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, visant par exemple la qualité de la gouvernance dans notre pays, visant par exemple le degré de confiance que nous devrons prétendre avoir de la part des institutions, de la part de nos partenaires, de la part des opérateurs privés. Et donc, la question du mandat, oui, elle sera, la proposition du président de la République, c'est le mandat unique, mais il ne faut pas l'isoler des autres préoccupations, et donc c'est dans un cadre parfaitement systémique. Alors, Monsieur le ministre, la révision de la Constitution, on en parle. Où est-ce qu'on en est après la sortie du chef de l'État qui a parlé d'une consultation populaire? La révision de la Constitution, on en est où? Le mot consultation est demeuré, parce que le président de la République a poursuivi ces consultations dans le cadre, dans le sens d'obtenir le plus d'avis possible, dans le sens d'affiner lui-même ses propositions, dans le sens de ne transmettre à l'Assemblée nationale que ce qui est essentiel, que ce qui est efficace. Deuxièmement, où en sommes-nous? Bien sûr, nous y sommes. Nous y sommes parce que les 2 dernières semaines du mois de mars, je dirais quasiment le mois de mars, sera le mois de la révision de la Constitution. En tout cas, de la part du gouvernement, puisqu'il revient au gouvernement de déclencher la procédure. Et cette procédure sera déclenchée avec la convocation d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et donc, l'examen de cette question sera bientôt fait. Ça veut dire qu'il existe bel et bien un projet de révision de la Constitution. Bien sûr. Je veux quand même dire que le projet est en train de recevoir quelques ajustements, je veux dire des ajustements ultimes. Et quelles sont les lignes forces de ce projet? Mais voilà, les lignes forces. Mais avant, peut-être de parler des lignes forces privées, alors le chef de l'État a-t-il bougé sur la question du mandat unique quand on sait que, à défaut d'avoir une vocation de trancher certaines questions, la Commission a quand même eu le mérite de lui dire, de lui montrer l'opinion, ce que veulent les Béninois, le peu d'engouement qu'on suscite cette question-là dans l'opinion. Est-ce que les lignes ont bougé? Vous savez, premièrement, que le vouloir d'un homme, le vouloir d'une équipe, l'ambition d'une équipe, laquelle ambition, lequel vouloir ont été soumis à nos populations lors de la campagne à l'occasion de l'élection présidentielle. Soyons cohérents. Nous qui faisons partie de l'élite africaine, lorsqu'un leader fait des propositions sur la base desquelles il est élu, quand il revient sur ces propositions, il y a quelque chose d'incohérent et d'insoutenable politiquement. C'est donc sans aucune inquiétude que le président de la République construit
ses propositions ou a construit ses propositions sur la base des idées sur lesquelles il a mené la campagne de l'élection présidentielle et sur la base desquelles il a été élu. Parce qu'il faut éviter, je veux dire, cette forme d'inceste politique, cette forme de faute politique qui consisterait à dire quelque chose jour 1, à en être élu et à dire quelque chose d'autre jour 2. Deuxième précision, je suis quand même le président de la commission. Le risque de voir son projet échouer? Je suis quand même le président de la commission. Vous dites des choses sur lesquelles je suis, vous allez me permettre tout au moins de revenir. Tout à fait. On ne dit pas à des personnes d'un certain niveau comme vous qu'elles manquent à la vérité. Donc, quand même, vous glissez un peu sur la vérité. Vous glissez un peu sur la vérité parce que, évidemment, il y a différents... Nous sommes quand même au Bénin, où l'unanimité n'existe sur aucune question. C'est notre qualité, c'est notre chance, que, quelle que soit la situation, nous sommes dans une pluralité d'opinions, de diversité de comportements. Et de ce point de vue, oui, dans la commission, chacun a émis son avis. Et il n'est pas dit que les avis défavorables étaient plus importants que les avis favorables. Mais donc, a dit maintenant que la commission a proposé, non, elle n'a pas proposé. Que la commission a commenté, oui. Que la commission a analysé, oui. Que la commission a précisé que, quelles que soient les hypothèses, il y a des mesures d'accompagnement à prendre, oui. Et que le président de la République a tranché dans ses propositions, oui, et que l'Assemblée nationale aura finalement à trancher, oui. Et donc, sur la proposition du gouvernement, du président de la République, oui, c'est le mandat unique. On reviendra tout à l'heure encore sur la question du mandat unique. Mais, monsieur le ministre, quelles sont les lignes forces de ce projet gouvernemental de révision? Parce que ce qui intéresse les Béninois, sur quoi portera la révision? Vous savez, la qualité d'un modèle politique, d'un modèle démocratique, c'est d'inspirer confiance. C'est la première chose. Inspirer confiance aux opérateurs, inspirer confiance aux partenaires, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de prévisibilité dans la réaction institutionnelle, dans le comportement des hommes politiques, ce que malheureusement nous n'avons pas encore. Deuxièmement, c'est assurer une protection efficace des citoyens, au plan juridique, au plan judiciaire, au plan de la citoyenneté de manière générale, au plan de la possibilité de mener des activités économiques, la protection de l'initiative privée, l'être, l'avoir. Et troisièmement, c'est de faire en sorte, finalement, que l'État soit au service des citoyens. Alors, sur la base de ces éléments, le président de la République envisage de soumettre à l'Assemblée nationale, dans ses propositions, des solutions qui inspire confiance, deuxièmement, qui protège le citoyen, troisièmement, et qui met l'État au service du citoyen. Quelles sont ces solutions? D'abord, renforcer les prérogatives des institutions de contrepoids. Faire en sorte, par exemple, que la Cour constitutionnelle soit davantage renforcée. Elle est renforcée dans la durée de son mandat, 9 ans désormais, si cette proposition est acceptée. Renforcée dans la capitalisation de l'expérience. Parce que 9 ans, vous aurez des membres de la Cour constitutionnelle qui ne brûleraient pas sur le champ politique le peu d'expérience, 5 ans qu'ils auront, et qu'ils mettraient fondamentalement au service de la République. Mais faire en sorte que le renouvellement à l'intérieur ne s'effectue pas d'un seul trait, renouvellement par tiers. Je reviendrai sur le détail. La Cour suprême. Vous savez qu'aujourd'hui, que le président de la République nomme le président de la Cour suprême. À l'avenir, si les propositions du président de la République étaient acceptées, le président de la République sera élu par les membres de la Cour suprême. Le président de la République sera élu par les concitoyens, bien entendu. Mais le président de la Cour suprême sera élu par les magistrats composant la Cour suprême. Lequel président de la Cour suprême sera à l'avenir le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe plus généralement d'administration, de prévention, de sanction en ce qui concerne les magistrats surtout, et qui a un regard beaucoup plus, je veux dire, on va dire professionnel, n'est-ce pas, beaucoup plus élevé sur le fonctionnement de la justice. Et donc, le président de la République se retire, le président de la Cour suprême devient président du Conseil supérieur de la magistrature. On va dire quelque chose qui vous intéresse, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Vous savez qu'en ce moment-là,
pendant que nous parlons, sous la Constitution qui nous gouverne, le président de la République désigne trois représentants à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Oui. À l'avenir, si ces propositions sont acceptées, le président de la République en désignera désormais un. Les professionnels récupéreront les deux possibilités du président de la République. Donc, réforme générale, surtout attelée au système partisan. Le système partisan qui sera renforcé avec, bien sûr, la proposition à inscrire, dont le principe sera inscrit dans la Constitution du financement public. On va en parler plus amplement. On observe que le président de la République propose que l'on dépouille le président de la République, le chef de l'État, de certain nombre de ses prérogatives. Quel est l'intérêt? Voyez, les éléments de langage ne sont pas appropriés. Quand vous dites que le président de la République propose de dépouiller le président de la République, vous allez me dire, bon, il a proposé de dépouiller le président de la République de son pouvoir de nomination des hauts cadres. Oui. Vous n'avez pas ça. Il a proposé de dépouiller le président de la République de sa prérogative de présider le Conseil des ministres. Vous n'avez pas ça. Il a proposé de dépouiller le président de la République. Dépouiller sa prérogative de présider le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, de nommer. Voilà. Non, c'est pas exactement cela. Nous avons un choix à faire. Oui. Nous avons un choix à faire de nous mesurer aux grandes démocraties parce que nous nous considérons comme étant un État grand, ou de nous mesurer aux démocraties qui sont, et pour leur bonheur, dans un état d'apprentissage. Le président de la République a considéré que nous avons besoin d'une justice respectable, d'une justice, on ne va pas oser le mot forte, mais d'une justice de qualité. La question que vous voudrez vous poser est de savoir quelle est l'efficacité de la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Quel rôle ça joue? Est-ce que cela élève la qualité de la justice et élève la qualité de l'État? Combien, quand il est là, le président de la République, Patrice Talon, a siégé au Conseil supérieur de la magistrature? Combien de fois les anciens présidents, quand ils étaient en fonction, siégeaient au Conseil supérieur de la magistrature? Je vais vous dire. Hein, est-ce qu'on est la présence vers une république des juges, monsieur le ministre? Vous prenez un cas isolé. Vous ne vous êtes pas interrogé sur les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil, puisque c'est ce cas que vous prenez, seulement faire en sorte que le président de la République, que le président de la Cour suprême préside le Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas d'élever, je veux dire, de construire une République des juges. La République des juges, peut-être vous en avez déjà, parce que nous allons parler tout à l'heure de la carte judiciaire. Absolument, tous les États créent de nouvelles juridictions. C'est parce qu'ils ont intérêt à créer de nouvelles juridictions. Et le nôtre aussi. Donc ce n'est pas parce que l'on aura remplacé le président de la République par le président de la Cour suprême au Conseil supérieur de la Cour. C'est tout à fait le contraire. Parce que la composition ne sera pas une composition de corps. Parce que les prérogatives ne seront pas des prérogatives de la manière la plus absolue sur les juges. Parce qu'il y aura un organe de contrôle de l'activité de la magistrature. Actuellement, c'est l'inspection générale des services judiciaires. On ne vous a pas dit que le président de la République se dépouille de son autorité sur l'inspection des services judiciaires et que cette autorité serait transférée au Conseil supérieur de la magistrature. Donc il y a sans doute beaucoup plus de rumeurs, d'appréhension, de crainte, et vous savez bien, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Avant de passer donc à la question attenante à l'indépendance de la justice, nous allons faire un tour à la régie pour vous proposer cet élément témoin qui nous permet de voir un peu les réactions, recueillir les réactions des acteurs judiciaires. L'indépendance de la justice, concept pas nouveau, mais il reste l'un des défis majeurs que le secteur judiciaire béninois attend de relever. Quand on parle de l'indépendance de la justice, il y a une notion sous-jacente à celle-là, c'est celle de la séparation de pouvoir. Si vous prenez notre Constitution, vous verrez à l'article 125 et suivant que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ce que nous on appelle dans le jargon la magistrature debout, le parquet n'est pas indépendant.
puisqu'ils officient sous l'autorité du garde des Sceaux, qui est membre de l'exécutif. Donc il faut que les choses soient claires. La seconde catégorie de magistrats, c'est ceux qu'on appelle les juges du siège. La magistrature assise, hein, c'est les juges d'instance, les juges d'appel et les juges de la Cour suprême. Ceux-là, ils sont véritablement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Si vous observez la vie politique de ces dernières années dans notre pays, il y a toujours une volonté du pouvoir exécutif de s'asseoir sur tous les pouvoirs et en particulier d'instrumentaliser la justice. Et vous avez vu, la justice a toujours résisté, a toujours été au rendez-vous des grands événements et a toujours montré peu ou prou une certaine indépendance, s'est toujours affranchi de la tutelle ou du joug sur lequel les pouvoirs ont toujours tenté de la mettre. Pour changer de paradigme, des réformes se font indispensables dans le domaine. Dans le deuxième axe, des réformes institutionnelles annoncées et proposées par la commission Djogbénou, renforcer l'indépendance de la justice reste le principal chantier à explorer. En prime, figure le Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous voyez un président de la République qui est chef de l'exécutif et qui doit encore présider ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est comme s'il y a une émission de l'exécutif dans le judiciaire. Ça, là, au moins, on peut sortir, de mon point de vue, le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, surtout qui a son représentant, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui en est membre. Personnellement, je suis d'autant plus contre la présence du garde des Sceaux que l'indépendance voulue postule qu'un membre de l'exécutif soit en dehors de ce qui se passe. Je critique d'ailleurs déjà la hiérarchie pesante du garde des Sceaux sur le parquet. Vous savez, c'est cette catégorie de magistrats supposés défendre les intérêts de la société, mais qui se trouve sous la coupe quasiment du garde des Sceaux, qui a le pouvoir de leur donner des instructions et de les obliger à aller dans un sens, ce qui trouble déjà le fonctionnement d'une justice indépendante. Pour ce qui est des suggestions faites par la commission Djogbénou au sujet de l'élection du président de la Cour suprême, là encore, les avis ne font pas défaut. À la tête de la Cour suprême, il faut un juge, pas forcément un magistrat, je crois, mais quelqu'un d'indépendant ayant une personnalité affirmée, tranchée, puisque la Cour suprême fixe l'interprétation du droit. Donc, ça ne doit pas être un politique. Or, quand vous parlez d'élection, vous parlez forcément de politique. Et on trouvera à la tête de cette institution quelqu'un qui aura réussi à séduire la plupart de ses collègues et on n'aura pas le résultat voulu. Donc je pense que c'est un moins bon système que celui actuel. Nous sommes sur un terrain professionnel, pratique, où la connaissance professionnelle, l'autorité intellectuelle, moi, va plus que celui qui fait beaucoup de promesses, et on va les lire pour avoir... Moi, je crois, de mon point de vue, que pour les magistrats, notamment à la Cour suprême, un mode de désignation suivant des critères bien précis par nomination me paraît plus indiqué qu'une élection. Avec les réformes annoncées, ce sont autant d'aspects de la justice béninoise qui vont être améliorés. Seulement, des reproches sont déjà formulés contre le travail de la commission. Il faut un temps, il faut observer, il faut consulter la plupart des acteurs, ce qui n'a pas été fait. Consulter le peuple, consulter les acteurs dans différents secteurs, je veux dire des sociologues, des ethnologues, les chefferies, afin de faire une synthèse de ce que nous voulons comme fonctionnement de nos institutions, y compris judiciaires ou juridictionnelles, avant que de proposer quoi que ce soit. Renforcer son indépendance, plus qu'un slogan, il reste l'un des grands challenges pour la maison justice. Et sur bien des paramètres, le débat public semble impérieux. Alors, Monsieur le ministre, l'indépendance de la justice, comment la garantir au regard des réformes annoncées? J'ai suivi avec vous les pertinentes observations qui ont été faites. Nul ne saurait être un fondamentaliste dans les propositions. Le président de la République a fait un choix et tout choix est par hypothèse d'élimination.
Ce n'est pas parce qu'on considère que le choix est le plus, à la plus grande valeur en qualité possible, n'est-ce pas? Donc, nous avons effectué des choix qui visent tous l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir judiciaire. Et nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que la qualité des relations avec les opérateurs publics, privés notamment, avec les citoyens, cette qualité des relations dépend de la qualité de la production de notre justice et de la qualité de ses prérogatives, de la pertinence de ses prérogatives. Et donc cela a une vertu économique, comme cela a une vertu de protection des droits humains. Vous savez, quoi qu'on dise, ce que l'on attend d'un juge, c'est la cohérence dans sa décision. Au fond, au plan moral, on ne dit pas fondamentalement qu'il faut que la décision soit meilleure possible. Il faut qu'un juge sache rendre une décision qui soit cohérente avec sa décision, qu'un tribunal soit cohérent avec sa décision pour permettre à l'opérateur privé d'anticiper sur le comportement possible d'une juridiction lorsque des situations similaires ou semblables viendraient à être connues de cette juridiction. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer les tribunaux, le pouvoir judiciaire, afin d'assurer cette cohérence, bien entendu en accompagnant cela de la qualité des membres des tribunaux, le renforcement de leur capacité à bien rendre les décisions. Donc nous avons un besoin de renforcement, d'établir la passerelle entre la justice et l'économie, d'établir la passerelle entre la justice et la protection des droits humains, d'établir la passerelle entre la justice simplement et le citoyen et nos amis. Et pour cela, il faut une justice prévisible. Et si on n'arrive pas à l'avoir, eh bien on resterait dans un degré d'incertitude plus élevé. Et tous les États qui restent dans un degré d'incertitude au plan judiciaire plus élevé sont des États pour lesquels l'investissement coûte trop cher. Parce que tout investissement fait l'objet d'assurance. Et lorsque l'assureur évalue les risques de changement, les risques d'évolution, les risques d'incertitude, le pain de savon que vous achetez, ce pain de savon vous coûte trop cher par rapport à un État dans lequel la justice a une qualité dans la reddition de ses décisions, a une cohérence, a une prévisibilité. Voilà, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que les solutions qui sont proposées, nul ne dit que ce sont les solutions meilleures. Je voudrais répondre à une préoccupation qui a été exposée. On n'a pas, je me dis, consulté les chefferies, on n'a pas consulté, enfin, disons-nous les choses très clairement. Nous ne sommes pas dans la réécriture de la Constitution. Nous ne sommes pas dans la fondation d'une nouvelle République. Nous ne sommes pas dans la remise en cause générale. Et donc, nous n'avons pas besoin de considérer les états généraux de la République encore. Et de ce point de vue, je voudrais rappeler à chacun que le candidat Patrice Talon a été le seul qui a fait véritablement des propositions sur des points précis et que ces propositions, pendant la campagne électorale, a été évaluée, a été appréciée. Même à considérer que ce sont des réformes sur des points précis, il faut quand même se résoudre à reconnaître que ces réformes ont été soumises, ces propositions, je veux dire, ont été soumises lors de la campagne électorale à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, on a entendu un nouveau confrère parler de la hiérarchie trop pesante de garde des Sceaux sur le parquet. Puisque vous parlez de l'indépendance de la justice, et j'ai noté dans vos propos aussi que vous voulez une certaine occidentalisation de notre démocratie. Non, pas du tout. Sous d'autres cieux, on élit les procureurs. Qu'est-ce que vous proposez dans sens de vous allez me citer ces 2 ou 3 exemples d'états de ces cieux-là dans lesquels on élit. Je veux vous dire ceci. Aux États-Unis, par exemple. Oui, mais nous n'avons pas le même système. Nous avons un système romano-germanique, voyez-vous. Ouais. Le système, il faut prendre soin de considérer le système. Lorsque vous changez démesurément, lorsque vous changez excessivement, le système est constitué d'éléments. Quand vous déréglez, tout le système tombe. Si vous commencez par élire les procureurs, comme aux États-Unis, tout le système tombe. Ça, c'est la première observation. Nous faisons des réformes, mais nous restons, je vous ai dit, ce sont des réformes systémiques. Nous restons dans le système qui est le nôtre.
dans, je veux dire, les acquis historiques qui sont les nôtres, les acquis culturels qui sont les nôtres, les acquis juridiques et judiciaires qui sont les nôtres. Deuxièmement, le ministre de la Justice est trop pesant, mais enfin, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui se prononcent sur cette question, tant qu'ils ne sont pas gardes des Sceaux, oui, qu'ils se comportent comme ça, mais y compris moi-même, bien entendu. À partir du moment où on est garde des Sceaux, ministre de la Justice, votre point de vue a changé sur la question. J'aurais pu avoir la même opinion. Voyez-vous, j'aurais pu avoir la même opinion. Mais l'aménagement du statut du garde des Sceaux. Mais si je n'ai pas la même opinion, c'est pour vous rassurer, vous autres, parce que vous craignez tout à l'heure la République des juges. C'est la première réponse. Et deuxièmement, oui, ce n'est pas efficace. Il faut se le dire. Il y a un trouble à Parakou, il y a un trouble à Boycon, à Aboumé, hein, voyez, à qui on interroge, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, etc. Il faut mobiliser les représentants de l'État. Vous mobilisez quelqu'un, avoir la chance de maintenir l'ordre public, il faut que la personne soit dans un rapport de subordination assez prononcé. Sinon, vous ne pouvez pas le réveiller. Si vous le réveillez et que c'est quelqu'un qui est élu ou que c'est quelqu'un qui est nommé par le président de la Cour suprême et qui vous disent qu'évidemment, bon, ce que vous considérez comme trouble à l'ordre public, à ses yeux, ce ne sont pas encore des troubles à l'ordre public. Deuxièmement, qui est le garant de la justice? Je ne dis pas du pouvoir judiciaire, c'est le président de la République. Si ça va mal, le garant du trouble de l'ordre public, c'est le président de la République. Le garant de la paix sociale, c'est le président de la République. Il faut qu'il ait des ressources humaines en capacité de réagir spontanément sous ces instructions, sous ces orientations. Le reste, on a des juges du siège qui apprécieront lorsque cela se fait mal ou lorsque les uns et les autres ont des griefs à exposer. Je pense que ce système mérite encore d'être maintenu. Alors, Monsieur le ministre, dans le cadre des réformes proposées par votre commission, il est question d'aménager le statut des magistrats du parquet. Comment cela peut-il se faire? Je viens de répondre à la question. Il n'est pas question d'aménager, de réaménager le statut des magistrats du parquet. Les magistrats du parquet resteront pour autant que faire se peut magistrats du parquet. Vous savez, l'histoire du parquet, c'est quoi? Le parquet, c'est un espace dans lequel se retrouvaient toutes celles et ceux qui défendent, donc y compris les avocats. Donc ils ont, je veux dire, une histoire consubstantielle aux avocats. Ils restent debout, reçoivent les instructions de leurs clients. Il se trouve que les magistrats du parquet, qui sont des avocats, on parle d'avocats généraux dans les cours d'appel, enfin les substituts généraux d'avocats généraux, les avocats généraux à la Cour suprême, sont des avocats qui ont historiquement pour mission de conseiller leurs clients. Ici, le client c'est l'État, c'est la société. Et donc ça va rester comme ça, parce qu'il ne faut pas changer de nature aux choses, et aux êtres, et aux systèmes, et aux institutions. Nous allons rester dans la cohérence. Ce qui sera renforcé, c'est le statut du magistrat du siège. Et c'est ce que nous faisons aussi avec l'élection du président de la Cour suprême et, je veux dire, le remplacement du président de la République par le président de la Cour suprême. Je veux ajouter, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, je veux ajouter que du point de vue statutaire, qu'il soit du siège ou du parquet, le magistrat est protégé. D'ailleurs, nous avons engagé une revue du statut des magistrats. Nous avons mis en place un groupe de travail sur lequel, sur ce sujet-là, de sorte à élever, je veux dire, la qualité de vie professionnelle, on va dire, des magistrats. Donc, qu'ils soient du parquet ou du siège, les magistrats sont sous un régime statutaire, le statut les protège, les règles déontologiques sont les mêmes, et le Conseil supérieur de la magistrature assure la même protection, une protection égale à l'égard des magistrats du siège et du parquet. Alors, Monsieur le ministre, quid de la nouvelle cadre judiciaire qui est annoncée dans le cadre de ces réformes? C'est une cadre renouvelée, c'est une carte renouvelée, c'est une carte progressivement étendue, c'est une carte dont l'objectif principal est premièrement, de rapprocher la justice du justiciable, deuxièmement, trouver des solutions aux difficultés économiques, aux besoins de satisfaction d'une justice économique. Je prends ce second volet. Ce second volet nous a conduit à obtenir de l'Assemblée nationale la loi portant modification de celle relative à l'organisation judiciaire dans le sens de la création des juridictions de commerce. Et consécutivement, la réforme du Code de procédure civile pour affecter aux juridictions du commerce
tout ce qui est relatif à la procédure civile. Concrètement, nous aurons 3 cours d'appel, 2 commerces, détachés donc de la cour d'appel de droit commun, 3 cours d'appel de commerce. La première sera bientôt installée à Porto Novo et les 2 autres, à Abomey et Parakou. Nous aurons pareillement 3 tribunaux de commerce. Tribunal de commerce de Cotonou, tribunal de commerce d'Abomey, tribunal de commerce de Parakou. Et la loi impose au gouvernement d'installer dans l'année de la promulgation, n'est-ce pas, le tribunal de commerce de Cotonou et la cour d'appel de commerce de Porto Novo. Actuellement, les organisations professionnelles des commerçants sont en train, me semble-t-il, d'achever la sélection des juges consulaires, à la fois au tribunal de commerce et à la cour d'appel. Et nous aussi, nous allons procéder, nous avons déjà procédé à un appel à candidature pour solliciter les manifestations d'intérêt sur tous les postes de juges ouverts cette année et aussi sur les juridictions de commerce. Et nous allons procéder à la sélection et nommer les juges et les installer. Alors, Monsieur le ministre, il est également prévu dans le cadre des réformes la création de la Cour des comptes. Juste avant cela, je dis, à côté des juridictions commerciales, nous avons les chambres administratives. Vous savez, depuis longtemps, la seule juridiction administrative, si vous avez, vous qui êtes à l'OATB, vous avez n'importe quel problème par rapport à votre partenaire principal, l'État, c'est devant la Cour suprême. Or, la loi a déjà créé les chambres administratives. Nous avons mis en œuvre les chambres administratives dans les juridictions de première instance qui sont déjà fonctionnelles. Eh bien, et deuxièmement, nous allons également, au cours de ce mandat, nous savons, la loi a créé 28 tribunaux de première instance. Nous avons 14 fonctionnels. Nous allons progressivement mettre en place les autres tribunaux de première instance. Alors, sur la Cour des comptes, oui, sur cette Cour des comptes, je crois que la majorité est renforcée. Je ne dirais pas l'unanimité, n'est-ce pas? Et donc, ça fait l'objet aussi des propositions de réforme du président de la République. Nous aurons donc une Cour des comptes, nous aurons des chambres régionales, des cours régionales de comptes, n'est-ce pas, au niveau des cours d'appel, évidemment, sur le contrôle des comptes de l'État, le contrôle des comptes de nos municipalités, de nos services publics décentralisés, déconcentrés, etc., pour accroître la qualité de la gouvernance administrative, de la gouvernance financière surtout. Je voudrais savoir comment vous réagissez aux inquiétudes exprimées par votre confrère, Maître Abraham Zessenokho, qui est plusieurs ancien président de la Cour suprême, sur le mode de désignation des futurs présidents de la Cour suprême. Apparemment, l'élection qui est proposée ne lui paraît pas assez efficace. Quand on fait, il faut déterminer l'objectif et rechercher les instruments qui permettent d'atteindre cet objectif. L'objectif, c'est de sortir la justice de l'imprévisibilité, de l'incertitude, de l'insaisissabilité. C'est de faire donc en sorte que, et lui-même il a dit, qu'il y ait moins d'emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Quand on parle de pouvoir, ce sont des institutions qui ont la volonté de qui expriment leur volonté, comme le pouvoir exécutif. Et de ce point de vue, il faut faire en sorte que le pouvoir judiciaire devienne davantage un pouvoir et sorte de cette considération d'autorité judiciaire. Et cela passe, si c'est cet objectif-là, quels sont les instruments? Certains proposent que le président de la République, qu'on garde la main, peut-être au moyen d'un critère, sur la base desquels il va procéder à la nomination. Est-ce que, ce faisant, vous atteignez l'objectif, qui est de diminuer l'emprise du président de la République? Alors, par quel autre moyen? Par quel autre moyen on peut diminuer l'emprise du président de la République, hypothétique, du président de la République, sur le pouvoir judiciaire au travers de la désignation du président de la Cour suprême et du président du Conseil supérieur de la magistrature? Fatalement, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, mais fatalement, nous en venons à l'élection. Mais il y a 2 types d'élections. Il est possible de dire que le président de la Cour suprême sera élu par tous les magistrats. Là, c'est l'approche politique fondamentale, je ne suis pas favorable. Et le président de la République non plus. Mais il est possible de dire quand même que de considérer que pour aller à la Cour suprême, il faut remplir certaines conditions, en termes de grade, en termes d'ancienneté, etc. Et sans doute, grade d'ancienneté présume, ce n'est pas vrai dans tous les cas, la qualité. Et donc, quand on y nomme des magistrats
qui ont rempli cette condition, il est possible de dire, si ces magistrats à la Cour suprême procèdent à une nomination, probablement, ce sera la personne ayant le charisme, le niveau, la qualité. Et je veux ajouter que dans les propositions, il est fixé des critères. Avoir tel nombre d'expériences, de présence, de grade, de niveau. Et donc, les critères sont dans le texte de proposition de révision, mais les critères seront également dans la loi portant, relative à la Cour suprême, et aussi tous les autres textes accompagnant le fonctionnement de nos juridictions, notamment de la Cour suprême. Monsieur le ministre, quid du statut juridique des dirigeants? De ce point de vue, nous sommes dans des propositions qui vont dans le sens d'allègement et d'accroissement, je peux dire ainsi, d'extension de la responsabilité du dirigeant. Quand on parle de dirigeant, on va dire dirigeant politique. On va parler du président de la République, on va parler des membres du gouvernement, on va parler des députés à l'Assemblée nationale. Premièrement, il y a une revue du régime de l'immunité. Deuxièmement, il y a une revue de la Haute Cour de justice. Beaucoup de personnes ont craint la suppression. Non, il n'y aura pas de suppression. En tout cas, ce n'est pas la proposition du président de la République. Il y aura une autre Cour de justice, mais les aménagements seront faits afin que la Cour de justice ne soit véritablement cour et n'exerce qu'au moment où il y a un dossier. Mais ils se feront de quelle manière ces aménagements pour rendre cette institution ce sont des aménagements de procédure, ce sont des aménagements liés à la revue de la loi organique sur la Haute Cour de justice. Mais quelques solutions sont apportées dans la proposition. Rendre finalement fonctionnelle. Absolument, quelques solutions sont apportées dans les propositions que nous avons faites. Le régime des membres du gouvernement se distingue entre un régime du membre du gouvernement en fonction et du membre du gouvernement qui n'est plus en fonction, se distingue aussi des actes commis à l'occasion ou dans le cadre de l'exercice de ces fonctions et des actes commis hors l'exercice de ces fonctions. Suivant l'un ou l'autre cas, vous avez les juridictions ordinaires, suivant une procédure spéciale, et vous avez aussi la Haute Cour de justice aménagée. Et quelle est l'option faite par vous, par rapport, dans le cas d'espèce? Non, ce sont les options, ce sont les solutions ce sont les propositions. Oui. Les propositions que nous faisons vont dans le sens, en ce qui concerne à la fois le président de la République, par ailleurs, et les membres du gouvernement, d'alléger la procédure. Oui, attendez, dans la considération premièrement de ce que le président de la République ou les membres du gouvernement sont en fonction, le président de la République ou les membres du gouvernement ne sont pas en fonction, le président de la République ou les membres du gouvernement ont commis des actes totalement en dehors de leur fonction. Et les règles de procédure vont appuyer cela. Et les règles de procédure, c'est dans la loi portant organisation de la Haute Cour de justice. Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter. Ce dont je peux vous assurer, ce sont les règles du code pénal, du code de procédure pénale qui seront appliquées. Et ce sont aussi les infractions à la fois prévues par la Constitution, aux trahisons, etc., mais aussi prévues par le code pénal, les sanctions appliquées, retenues par le code pénal qui seront appliquées. Et je profite, je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions, pour dire que nous engageons aussi la réforme du code pénal que nous allons soumettre bientôt à l'Assemblée nationale. On observe que malgré la rupture, il y a quand même cet effort pour donner des privilèges aux dirigeants, au personnel politique qui accède à des fonctions données. Pourquoi ne pas faire juger les gens comme Monsieur Tout-le-Monde? Parce que Monsieur Tout-le-Monde n'est pas dirigeant non plus. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Vous voulez de l'efficacité dans l'action gouvernementale. Vous voulez que le ministre des Finances aille, je veux dire, à Rome, à Paris, à New York, n'est-ce pas, à Pékin, n'est-ce pas, et qu'il soit retenu au même moment par un juge d'instruction sur une convocation dont on peut éventuellement évaluer la qualité. Si c'est cela que vous voulez, nous aurons un régime qui serait dans une sorte de dysfonctionnement continu. Ce que l'on ne propose pas, c'est l'impunité organisée. Nous allons mettre fin à l'impunité à la fois, je veux dire, structurelle, issue de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour le moins, nous allons faire en sorte que les hommes et les femmes qui osent s'engager en politique, et pendant qu'ils exercent leurs fonctions, non pas qu'ils soient
couverts par les infractions, par la justice, alors qu'ils ont commis des infractions, qu'ils en répondent. D'ailleurs, dans la proposition que nous faisons, lorsque un ministre, je veux dire, est inculpé, lorsque un président de la République est mis en accusation, les fonctions sont immédiatement suspendues. Donc nous avons fait des propositions dans le sens de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la corruption, de la lutte pour la bonne gouvernance, mais il faut aussi assurer la cohésion, la cohérence et la solidité de l'action gouvernementale. Lorsqu'il s'agit de l'immunité parlementaire, en ce moment-là, qu'est-ce qui va changer? L'immunité parlementaire, premièrement, va rester. Parce que quand il faut satisfaire toutes les préoccupations. La première préoccupation, c'est de faire en sorte que le député, qui est un homme politique, qui peut être pour, contre le gouvernement, n'est-ce pas, ait la faculté et la possibilité, sans aucune crainte, de s'exprimer. L'immunité, pour cela, va rester. Il faut qu'il soit dans son mouvement, dans son existence, il soit inviolable. Il ne soit pas appréhendé de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. De ce point de vue aussi, l'immunité va rester. Mais enfin, il y aura des aménagements qui permettront, lorsque la situation l'exige, d'entendre, de poursuivre un député à l'Assemblée nationale. En fait, nous allons, si les propositions sont acceptées, nous allons réussir à éviter que notre Assemblée nationale se transforme en un refuge de personnes, de personnalités et qui auraient mis à mal notre économie. Voilà. Alors, avant de continuer cette émission, nous allons faire un tour à la régie. Et cette fois-ci, c'est pour y suivre un élément sur les réformes relatives au système partisan. Nous devons revoir les choses de telle sorte que nous ayons au Bénin un nombre de partis réduit. Le Parti du Renouveau démocratique, PRD, jette ainsi les bases de son ouverture à d'autres formations politiques. Au lendemain de la conférence nationale, beaucoup d'associations de développement se sont muées en partis politiques. La somme des expériences n'est pas reluisante. Nous avons fait 2 expériences. Une démocratie libérale, qu'on le veuille ou non, au début des années 60, et puis après le monopartisme. Nous avons fait ces 2 expériences et c'est au regard des errements de ces 2 périodes que nous avons fait le choix en 90 de rentrer dans le multipartisme intégral. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 partis. Personne ne peut en être fier. À la 7e soirée sur les réformes politiques au Bénin en 2015, les politologues ont reconnu la nécessité de clarifier le paysage politique en allant vers des regroupements fondés sur des idéologies et non des individus. Un système à formater entièrement. Remettre tout à plat et repartir presque de zéro. Reprendre la charte des partis, le statut de l'opposition et voir ce qui ne va pas. Mais c'est tout l'État qu'il faut réformer. Aucun président jusqu'à maintenant n'est sorti du système partisan, n'a émergé du système partisan. Ils ont tout le temps été en cours. Si on était dans le domaine du cinéma, on appellerait ça de la figuration. Je rêve de ce que le Ghana est devenu en termes de système partisan. Formidable d'avoir 2 camps, comme au Nigeria. Le système partisan devrait être le fondement de notre démocratie. Et c'est ce système partisan aujourd'hui qui a extrêmement de problèmes. Mais pour d'autres, la réforme du système partisan béninois doit être abordée avec circonspection. Pour réduire le nombre de partis, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer. Vous pouvez jouer sur le mode de calcul qui permet de répartir, d'affecter un nombre de députés par circonscription. Si vous utilisez ça dans un certain sens, vous allez avoir seulement rien que les grands partis qui vont pouvoir avoir des gens. Mais si vous l'utilisez dans un autre sens, vous ouvrez complètement. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, les conséquences que ça a, comment on les gère. Essayez de mettre un peu en réserve ce qu'on voudrait, ce qui est peut-être notre idéal politique ou politicien, pour dire qu'est-ce qui est le plus réaliste, qu'est-ce qui tient le plus compte. La nécessité des réformes politiques a été au centre de la communication du président Patrice Talon pendant la campagne électorale et contextualisée dans son programme d'action du gouvernement.
Il s'agira de définir les conditions du choix des candidats pour chaque niveau d'élection, du cadre de la socialisation politique et des règles de l'animation de la vie politique. Alors, Monsieur le ministre, comment faire aujourd'hui pour donner un nouveau souffle au système partisan béninois? Il faut partir déjà des constats, et ce qui a été exposé est réel, que nous sommes dans une sorte d'absence, n'est-ce pas, des partis politiques dans les choix les plus élevés. Et que si nous avons encore des partis politiques qui se regroupent, c'est compte tenu des exigences des lois électorales et du contexte sociopolitique. Et quand on fait ce constat, pour le regretter, il faut en rechercher la cause. La cause aussi, c'est l'absence de financement des partis politiques. Le fait, effectivement, que pour gérer un parti politique, soit on compte sur un homme, ce qui n'est pas bon, soit on compte sur l'ensemble des membres du parti, ce qui est illusoire dans notre contexte actuel. Et donc finalement, soit on est dans la situation qui n'est pas heureuse, soit on est dans la situation qui est dégradante. Et quand on fait ce deuxième constat, on dit aussi qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il n'y a pas de démocratie sans système partisan. D'ailleurs, la présence de partis politiques bien construits, qui fonctionnent correctement, est l'une des conditions de la lutte contre la corruption d'une manière générale, pour la transparence ensuite, et surtout que dans tous les maux que nous déplorons, dans l'environnement politique. Et donc, quand on fait ces 3 points, on dit qu'il y a une nécessité d'aller au secours des partis politiques. C'est l'État qui gagne. Le président de la République a choisi de renforcer les partis politiques par des réformes qu'il espère qui seront acceptées, les propositions qui seront acceptées, parce qu'il sait que d'abord, déjà, c'est l'État qui en profite. Ce sont nos administrations qui en profitent. C'est notre économie. Ce sont des ressources que nous perdons excessivement dans les périodes électorales, que nous économisons pour des travaux d'intérêt commun. Alors, de ce point de vue, sa solution, c'est quoi? Premièrement, dans la Constitution, régler la question du financement des partis politiques en proposant qu'il soit établi le principe dans la Constitution que l'État doit mettre à la disposition des partis politiques un fonds qui les accompagne. Lui-même, pendant la campagne électorale, il l'a déjà proposé. Et dans le programme d'action du gouvernement, cela a été inscrit. Mais il faut que la révision de la Constitution permette de modifier légèrement l'article 5 de la Constitution pour inscrire cette obligation du gouvernement à accompagner. Deuxièmement, la loi. Certains ont parlé de la loi sur le statut des partis politiques. Il faut réformer cette loi-là. Évidemment, la mise en place d'un financement public des partis politiques appelle la réunion de certains critères, parce que l'on ne financera pas les partis mononucléaires, on ne financera pas les partis, à but touristique, c'est-à-dire que la participation aux élections devient une question touristique. Alors, l'État financera les partis qui ont une dimension nationale et qui, dans leur représentativité à l'Assemblée nationale, excèdent le socle sur lequel, initialement, ils ont été bâtis. Et quelles sont les propositions concrètes que vous faites dans ce sens? Je veux vous dire qu'il y a proposé, par exemple, un double critère. Le double critère, un quotient, n'est-ce pas, un quotient en termes de pourcentage, n'est-ce pas, sur l'ensemble des circonscriptions. Avoir réuni tel nombre de voix, tel pourcentage de voix, par exemple, ou bien, à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, avoir tel pourcent d'élus comparativement à l'ensemble de la représentation nationale, qui permettent finalement d'avoir 2 ou 3 grands groupes à l'Assemblée nationale, 2 ou 3 grands partis politiques dans le pays. Et parce que le financement sera consistant, parce que l'État portera son regard sur la gestion
de ces fonds publics, vous écoutez ce qui se passe ailleurs. Et donc, évidemment, chacun ferait en sorte que la démocratie revienne d'abord au sein des partis politiques, qu'il n'y ait pas de possibilité d'accaparement des partis politiques, parce que c'est un vice démocratique, quand il y a un accaparement des partis politiques, et que le jeu se déroule de manière beaucoup plus ouverte. Nous ne disons pas que c'est la seule solution, mais c'est l'une des solutions fondamentales pour assainir notre environnement politique. Monsieur le ministre, plusieurs clubs électoraux ou partis uniques de région peuvent se mettre ensemble et former quand même un grand groupe qui produise beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale et un bon chiffre au plan national quand on fait la somme des circonscriptions. Est-ce que votre solution permet de régler la question du régionalisme? D'abord du régionalisme et ensuite de la transhumance, du nomadisme politique. Parce que, évidemment, le critère retenu va prendre en considération la composition de l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Un autre élément n'interviendrait pas. Évidemment, à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale, on pourrait examiner la possibilité d'introduire d'autres critères. Et donc, la lutte contre le régionalisme, je vous ai dit, il faut sortir de son cadre. L'enfant qui veut aller loin doit franchir les portes de sa maison. Un parti politique qui veut rayonner sur le pays doit franchir les portes de sa maison. On verra ça dans la composition des bureaux de ce parti, dans l'adhésion un peu, et évidemment rendre effective la présence lors de la constitution des citoyens de toutes nos régions possibles. Et donc ces critères-là, ce sont les critères qui vont intervenir dans la loi. Ce sur quoi nous allons nous attarder dans la révision de la Constitution, c'est le principe de financement public des partis politiques. Financer les partis politiques peut-il être une contrainte pour les actuels pères fondateurs pour accepter de céder de l'espace, faire des concessions et se mettre dans des grands ensembles? Je pense que c'est une nécessité. Vous voyez, notre monde aujourd'hui, c'est le regroupement. Ce n'est pas seulement les États, ce ne sont pas seulement les individus. C'est aussi et surtout, ce sont surtout les partis politiques. Ce qui est vrai pour les États qui se regroupent, la communautarisation de la vie internationale, la vie publique internationale est vraie à l'intérieur. Pour les circonscriptions, vous voyez les regroupements des communes. Mais surtout, j'en viens. Absolument. Qui ne se regroupe pas disparaîtra. Qui ne se regroupera pas disparaîtra. Parce que, imaginez-vous, vous savez combien ça coûte une seule conférence de presse pour un parti politique? C'est dans les environs de 3 millions. Si vous voulez être un parti national et que vous voulez faire, vous n'avez que pour programme de faire une seule conférence de presse dans toutes les communes, imaginez combien cela va vous coûter. Nul ne peut se permettre ça. Même s'il y a des membres à l'intérieur des partis politiques qui ont des ressources respectables, ces ressources ne peuvent, pour la vie, suffire à animer les partis politiques. Or, ce que nous sommes appelés à construire, ce sont des partis politiques qui s'inscrivent dans la durée. L'expérience à apporter à notre démocratie, à notre état de droit, c'est l'expérience résultant des partis politiques. Et le fait que nous devons nécessairement faire en sorte que les jeunes rentrent dans les partis politiques amène les leaders des partis politiques à s'inscrire dans la durée. On n'ouvre pas une fenêtre jour 1 pour la fermer jour 2 et en ouvrir une autre jour 3. Cela reste dans l'instabilité. Et l'instabilité à l'intérieur du cadre politique et de l'environnement politique, des partis politiques, est un élément d'instabilité aussi de l'État. Or, nous voulons que l'État se raffermisse, que l'État devienne un État fort, respectable. Il faut encore que les partis politiques soient forts. Alors, Monsieur le ministre, on revient sur la question du mandat du président de la République. On le sait, le président Patrice Talon tient au mandat unique. Et on pourrait même dire que la gouvernance actuelle, avec la facilité dans les réformes, dans les secteurs où par le passé, on n'osait pas bouger, aujourd'hui, il bouge. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant pour valider votre proposition de mandat unique? Premièrement, ce n'est pas suffisant. Si le mandat unique suffisait, on n'allait pas faire la réforme, on n'allait pas proposer la réforme de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour suprême, de la haute autorité de la réforme du système partisan. Je vous ai dit, ce n'est pas une espèce isolée. C'est une réponse à l'intérieur d'un cadre. Deuxièmement, évidemment, c'est une proposition parmi tant d'autres.
et surtout sur les griefs que l'on fait au mandat unique. Je vais vous dire 2 ou 3 choses. Premièrement, lorsque nous étions en 1990, la conférence nationale, nous sommes au mois de février, c'est heureux que cette émission se tienne, une forme de célébration de ce souvenir formidable de 1990. Quand vous voyez la géographie politique du monde, vous allez sortir combien de pays avaient le mandat 5 ans renouvelable une seule fois. Ce sont très peu. La même question que beaucoup posent, on aurait dû la poser au double mandat en ce moment-là, parce que nous étions dans une sorte d'État isolé, qui s'engouffrait dans une aventure relativement incertaine. Les mandats étaient des mandats de 7 ans, des septennats renouvelables à l'infini. Imaginez-vous, vous journalistes, rappelez-nous toujours qu'en ce moment, même l'État français auquel nous nous comparons était dans un septennat. Il a fallu des réformes, 1995, 2002, pour qu'on en arrive d'abord au mandat de 5 ans, ainsi de suite. Et, troisièmement, vous êtes dans un mandat unique de fait, déjà, puisque vous allez me rappeler, depuis 1990, combien de présidents de la République nous avons élus qui n'aient pas fait les 2 mandats. Il n'y a que Nicéphore Soglo. Donc c'est la seule exception qui confirme la règle. En fait, vous êtes dans un mandat unique de 10 ans. Notre régime, dans notre contexte politique, dans notre situation, dans nos contingences, instaure un mandat unique de 10 ans. Sociologiquement, politiquement, vous n'avez pas, à part le président Nicéphore Soglo, depuis 1990, un seul élu qui ait fait 5 ans. Mais deux exemples non plus ne sont pas peut-être assez pour tirer les conclusions. Ils sont assez pour tirer les conclusions. Une première conclusion, en prenant en compte l'évolution du monde. L'État, aujourd'hui, au XXIe siècle, devient un État entreprise. Ce n'est plus un État du XIXe siècle qui prélève les impôts, qui a une armée, qui, pour certains, vont à la conquête d'autres États, qui colonisent, qui a les avoirs beaucoup plus facilement, qui peut seul se lever, construire des routes, des ponts et chaussées, qui peut faire, qui peut soumettre ses citoyens au travail, aux travaux forcés, qui peut soumettre d'autres peuples. Nous ne sommes plus dans cet État-là. Nous sommes dans un État qui se comporte comme une entreprise, qui doit lever des fonds au plan international pour satisfaire les mêmes besoins au XIXe siècle. Nous sommes dans un État par rapport auquel la démographie est exponentielle. La jeunesse, les jeunes de moins de 25 ans sont quasiment à près de 75% de notre population. On doit trouver le pain, le vin, le toit, les soins, etc. Celui qui est à la tête de cet État doit être concentré continuellement. Cette concentration ne peut pas être dispersée dans le temps. S'il est dispersé dans le temps, il manque à ses obligations. Et si vous regardez les États africains, c'est ce à quoi nous faisons face. Je ne dis pas, et le président de la République ne dit pas que c'est la meilleure solution. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut considérer, entre 2 biens, quel est le meilleur? Ce n'est pas ça qu'il faut considérer. Entre 2 mots, quel est le moindre? C'est ça qu'il faut considérer. Si nous partons de l'hypothèse que renouvelable est un mal, disons aussi que mandat unique est aussi un mal. Mais qui est le moindre mal? Lequel des 2 mots est le moindre? Si vous réglez la question, vous allez dire finalement, parce que nous voulons une institution, nous voulons un État qui ait la confiance des autres, un État dans lequel on peut investir, nous avons un programme partenariat public-privé, durabilité, un État dans lequel le gouvernement ne fait plus tout, un État dans lequel les espaces publics ne sont pas occupés par un homme, c'est son image, dans lequel on ne cultive pas la personne, on cultive l'institution. Vous allez me dire, entre ces 2 mots-là, quel est le moindre? Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le mandat unique serait peut-être une réponse à la faillite du régime défunt? Non, pas du tout. Pas du tout cela. Il n'y a pas que le régime défunt. Et il n'y a pas que le régime que nous avons, auquel nous avons succédé. Il y a aussi les autres régimes. Il y a aussi les autres régimes africains. Il y a aussi les autres régimes au plan mondial qui ont le système du renouvellement à l'infini. Vous allez faire un exercice, chers amis, vous allez faire un exercice de la cartographie politique du monde. Vous allez identifier
les États dans lesquels les mandats sont renouvelables, vous allez voir, à l'exception de quelques-uns, leur marge de progression économique, leur marge de structuration de la société et leur capacité de répondre aux besoins. Celui qui dirige doit être concentré. Celui qui dirige doit s'inscrire de plus en plus, et ce sont les exigences de ce monde dans lequel nous vivons, dans une sorte de finitude absolue, pour être concentré, pour avoir les réponses qu'il faut au moment opportun aux problèmes qui se posent à ses concitoyens. Si nous voulons que le pouvoir s'exerce avec humilité, si nous voulons que chaque décision soit appliquée dans un temps raisonnable, si nous voulons ne pas renvoyer beaucoup de choses au lendemain, si nous voulons faire en sorte que les partis politiques que l'on renforce rentrent dans le jeu, que ce soit eux qui aient des programmes politiques et que ce soit les personnes qu'ils désignent au sein de ces partis, qui font la compétition politique, qui appliquent ces projets politiques, nous aurons des États forts et nous aurons de moins en moins des hommes et des femmes forts. Et c'est ce dont le président de la République rêve pour son pays. Le président de la République a dit qu'il a envie d'être porté en triomphe à la fin de son quinquennat. Mais pourquoi donc veut-il priver le peuple des performances qui auraient amené ce dernier à le porter en triomphe? Je dis, vous savez, n'oubliez pas ce qui est pertinent, ce qui est efficace. En toute vérité, il faut regretter, effectivement, qu'un homme bon parte. Il faut préférer regretter qu'un homme ou une femme très correct, très bon, vous quitte que d'avoir souffert d'un homme mauvais qui dure. On n'exclut pas qu'il y ait un président qui soit bon, mais qui fasse 5 ans, 6 ans, mais qui parte. Et pourquoi donc? Et je voudrais vous dire, laissez-moi terminer et finir avec cette idée-là. Vous allez aussi faire une recherche pertinente. Parmi les hommes, pendant un siècle, qui dirigent les pays, vous allez retenir combien de fois on a des hommes bons, des femmes très correctes à la tête des États. Si vous arrivez, pour un siècle, dans un État qui a eu 10, 20 présidents, si vous arrivez à avoir le tiers que les peuples ont retenu, qui soit très bon, alors notre réforme ne passera pas. Mais si vous considérez qu'on a rarement des hommes bons, il faut dans le système institutionnel des forteresses, des garde-fous, pour que le plus mauvais, lorsqu'il sera là, qu'il ne détruise pas tout. C'est le fondement, la fondation, l'orientation des propositions que nous faisons. Ne disons pas qu'il y aurait des hommes ou des femmes bons, des hommes et des femmes bons, parce que les jeunes élèves nous suivent. Ouais. C'est la conjonction de coordination qui m'amène à dire les hommes et les femmes bons. Et donc, il n'est pas exclu que nous ayons des hommes et des femmes bons, mais nous avons très peu de chances d'en avoir tous bons et d'en avoir majoritairement bons à la tête de notre pays. Nous, le président de la République y compris, il dit « attendez d'abord la fin de mon mandat. Si je suis bon, vous allez m'applaudir. » Mais il faudrait, encore une fois, que les institutions trouvent des solutions, élèvent les garde-fous pour que nous n'ayons pas à souffrir dans la durée des hommes et des femmes mauvais. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est pas non plus bon de... il est quand même intéressant aujourd'hui d'encourager et de récompenser quelqu'un qui a fait un mandat unique, qui a réussi, en lui donner un nouveau mandat, plutôt que de laisser la place à d'autres qui viendront entraîner le pays dans la catastrophe. Bien sûr, nous avons toujours dit ça. Hein? Et vous ne l'aurez pas dans tous les États africains. Une seule élection présidentielle qui n'ait pas évoqué ces arguments-là. Et vous savez dans quel État nos États se trouvent. Si c'est cet argument-là, vous avez dans tous les États, je ne vais pas citer. Que si les pères fondateurs des États-Unis avaient réfléchi ici, ils n'auraient pas connu les Roosevelt et consorts. Non, mais je vous dis que nous sommes dans un monde qui change avec les fonctions de l'État, qui change avec le modèle de l'État. Vous voyez, le modèle de l'État. Aujourd'hui, l'État s'assoit et signe une convention avec un opérateur privé. Vous n'avez pas ça au XVIIIe siècle. Vous n'avez pas ça au XVIIIe siècle. L'État s'engage. L'État doit chercher quotidiennement. Nous sommes combien? Nous sommes plus de 10 millions aujourd'hui. En 1960, 1,5 million, 2 millions, nous étions. Il n'y a pas un seul espace de notre territoire qui est augmenté. Mais par rapport à la démographie, les êtres, les Béninoises et les Béninois de 1960 ont des besoins moins importants que les Béninoises et les Béninois de 2016, de 2017. Le président de la République de 1960
s'est débrouillé pour satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, ses besoins. Le président de la République de 2017 doit se débrouiller autrement. Regardez le temps, en une journée, il n'y a que 24 heures. Vous avez offert 24 heures à ce président de la République de 1960, vous offrez 24 heures à ce président de la République de 1921. Il doit être plus concentré, répondre aux préoccupations du plus grand nombre. Il faut lui donner un cadre institutionnel pour faire en sorte que le jus qui sort de sa pensée soit un jus capable d'être, doux, de grande qualité. Il ne faut pas diluer cela dans le temps. C'est l'objectif que poursuit le président de la République. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous avions opté pour la LEPI, mais on est toujours en face de plusieurs défis, la modernisation et la stabilisation de notre code électoral. Que proposez-vous dans le cadre des réformes à ce sujet? Ça fera l'objet non pas de... Ce n'est pas inscrit dans la Constitution, n'est-ce pas, la réforme de notre système électoral. Mais enfin, ça a déjà commencé, avec dans le programme d'action du gouvernement, ce projet qui, en plus, est un projet phare de dématérialisation de toute l'administration, de l'identification de chaque Béninois. Ça règle les questions de la vie quotidienne, les questions de l'emploi, les questions de lien que l'on a avec le monde, mais ça règle essentiellement aussi les questions électorales. Deuxièmement, évidemment, on va réformer le code électoral. Évidemment, on va revoir les structures électorales. Évidemment, éventuellement, la Sénat aura des prérogatives renouvelées. Évidemment, l'administration va jouer sa partition de manière beaucoup plus objective et beaucoup plus transparente. Et donc, sur ces sujets-là, il y aura la loi, mais il y a déjà la mise en œuvre du programme du gouvernement, dans le programme d'action du gouvernement, de ce projet consistant à dématérialiser l'administration, sur le numérique surtout, et avec ma collègue en charge du numérique. C'est la question de la stabilisation du code électoral, parce qu'au Bénin, à chaque élection, son code électoral. Par exemple, une institution comme le COS-LEPI. Déjà, d'abord par rapport à la stabilisation. Oui, parce que chaque élection, un nouveau code électoral. Vous savez, quand nous sommes dans la réforme, dans la révision de la Constitution, sur les mandats, nous apportons une réponse aussi en ce qui concerne la stabilisation du recours à l'élection, à l'outil électoral. Pourquoi? Parce que le président de la République propose qu'il y ait des élections générales à l'avenir. Élections générales, il qualifie d'élections générales les élections des membres de l'Assemblée nationale et du président de la République. Non, pas du tout. Les maires, les élus locaux. Exactement. Ces élections générales précéderont 2 ans avant l'élection du président de la République si l'attelage est bien fait. De sorte qu'on répond à un autre grief. On n'aura jamais l'occasion de juger le président. Le seul jugement, c'est le jugement politique qui vaille. Nous avons déjà répondu à la responsabilité pénale du président de la République et des membres de son gouvernement. Si c'est le jugement politique, le fait de tenir les élections générales 2 ans à mi-mandat quasiment permet aux citoyens soit d'approuver l'action du président de la République, soit de réprouver l'action du président de la République. Et c'est un élément aussi de stabilisation du jeu électoral. Sur la question du COS-LEPI, ça va devenir quoi, le fichier électoral national? Les députés vont répondre parce que c'est une loi qui a instauré le COS-LEPI. Et il vous souviendra que cette loi a été adoptée, c'est d'ailleurs une proposition de loi pour régler des questions circonstancielles, conjoncturelles. Est-ce que la conjoncture va durer? Nous allons poser la question également aux députés. Alors, j'ai envie de vous demander, comment allez-vous lever les options fondamentales de la Constitution, puisque la question du mandat unique, également, je vais revenir sur cette question-là, comment allez-vous lever les options fondamentales? Ça vous tient tellement à cœur. D'abord, le mandat unique n'est pas un mandat inique. C'est ce qui est inique qui contrarie la Constitution. C'est un jeu de mots. Le mandat unique n'est pas un mandat inique. Deuxièmement, vous allez vous souvenir aussi, parce que nous avons été, en 2006, premièrement, l'un des acteurs au sein de la société civile, la réprobation de la révision de la Constitution proposée sur proposition de l'Assemblée nationale à l'époque, qui a conduit la Cour constitutionnelle à sortir le critère du consensus national,
qui n'est pas partagé par tout le monde, il faut aussi le reconnaître. Et deuxièmement, vous allez aussi, en faisant un commentaire littéral, donc du texte, hein, le même peuple qui dit mandat de 5 ans, renouvelable, une fois, vous l'autorisez à faire une phrase longue et vous voulez lui refuser de faire une phrase courte. C'est-à-dire que la Constitution l'autorise à dire mandat de 5 ans, il ajoute renouvelable, il ajoute une fois, là il a une permission. Mais s'il dit mandat de 5 ans, point, il n'a pas de permission. Non. Soit nous restons dans un cadre juridique, si nous n'avons pas les ressources, nous irons à l'école primaire et nous allons comprendre que celui qui a la capacité de faire une phrase longue a aussi la capacité de faire une phrase courte. Pour vous dire, en fait, que cette question fait l'objet des interprétations doctrinales vraiment... c'est dans la nature de la doctrine d'animer des controverses, mais c'est dans la capacité, dans la nature des hommes politiques de proposer des solutions. Et nous avons proposé des solutions. Comment feriez-vous pour ramener la Cour constitutionnelle sur sa jurisprudence? Mais la Cour constitutionnelle n'a pas encore examiné les propositions. Et nous n'avons pas, le président de la République, constitutionnellement, n'a pas le pouvoir de ramener une juridiction. Mais nous avons le pouvoir de convaincre. Et vous m'offrez cette occasion. Vous m'offrez cette occasion de m'exprimer. Vous voyez, nous allons débattre à l'Assemblée nationale. Nous allons débattre à l'Assemblée nationale et ne craignez pas grand-chose. Hein. Ceux qui ont... Justement, ce niveau avec la configuration actuelle du Parlement. Ceux qui ont une interprétation dans le sens que celui qui fait une phrase longue ne peut jamais faire une phrase courte ne sont pas si nombreux. Mais quelles sont vos marges de manœuvre du Parlement avec la configuration actuelle? Oui. Vous savez, nous avons un Parlement avec qui nous travaillons. Plutôt favorable. Voilà, nous travaillons vraiment de manière active. Hein. Je vous ai parlé de la loi relative aux juridictions commerciales. Je vous ai parlé et tellement d'instruments économiques que le Parlement a mis à la disposition du gouvernement. Et donc nous sommes en parfaite... l'esprit de collaboration sera renforcé, n'est-ce pas? Et le dialogue institutionnel sera aussi renforcé. Et donc nous n'avons pas de crainte par rapport à l'Assemblée nationale. Dans une autre vie, vous reprochez à des initiatives de révision ou des tentatives de révision de manquer de visibilité. Il me souvient cette expression, vous parliez de projet de révision sous le manteau, de projet de constitution sous le manteau. Aujourd'hui, c'est vrai, vous venez de nous apprendre que le mois de mars sera celui des réformes institutionnelles et politiques. Mais concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir droit à un débat national autour de ce projet? Puisque si ce n'est que le mois de mars et que ce n'est que l'Assemblée nationale, est-ce que le citoyen lambda ne sera pas privé d'un débat? Premièrement, je vous ai dit que ce n'est pas la révision enfin, je veux dire la remise à plat de la Constitution. Cela justifie l'absence de débat. Deuxièmement, je vous ai dit que dans la campagne électorale, le président de la République est revenu largement. Moi aussi, j'ai fait la campagne électorale. Cela suffit sur chaque point. Faut-il consulter le peuple alors qu'on a fait l'élection présidentielle sur la base de ça? En tout cas pour le président de la République, alors candidat. Et deuxièmement, y a-t-il un espace de représentation nationale beaucoup plus élevé et de qualité que l'Assemblée nationale? Donc sur ces 3 questions, nous répondons... les différents corps constitués de la nation, les différentes corporations ne sont pas membres de l'Assemblée nationale. Quelqu'un a parlé de chefferie. Non, on ne va pas aller dans la chefferie. Inscrivez le mandat du président de la République dans la durée. Vous voulez quoi? Quelque chose de son contraire, qui prenne 2 ou 3 ans à parcourir les chefferies pour faire la révision dont on dira après que c'est une révision personnalisée. Vous m'avez aussi suivi sur ce débat-là. Une révision faite à la veille du mandat. Mais voilà, il est cohérent avec lui-même. Il a dit quelque chose. Déjà, certains lui reprochent de se hâter trop lentement. On nous reproche de n'avoir pas commencé le processus de révision déjà en 2016. Il fallait encore prendre un peu de temps. Le temps de la consultation dont vous soupçonnez qu'il n'a pas fait. Le temps de la consultation, le temps de la réflexion, le temps de la discussion avec ceux qu'il sollicite. Et maintenant, le temps de la décision arrive. Et donc, vous savez que dans notre pays, les débats parlementaires sont ouverts et peuvent être vus de vous, n'est-ce pas, par vos chaînes, de la part de vos chaînes. Et donc, ce débat-là sera, à partir de l'Assemblée nationale, un débat public.
Donc aujourd'hui, le boulevard est bien dressé pour que l'on passe à la révision. Après les négociations, vous comme qui vous parlez l'aviez du dit, boulevard, est-ce qu'aujourd'hui, nous considérons, le président de la vous y allez sans accroc de l'Assemblée nationale. Nous considérons que la promesse politique que le président de la République a faite doit être satisfaite maintenant. Maintenant. Le président de la République n'est pas député, moi non plus, pour le moment. Et donc, par contre, vous êtes responsable d'un parti politique qui annonce même d'ailleurs certaines échéances, la fusion avec d'autres, dans le sens d'une réforme du système partisan. Et que la Constitution soit révisée ou pas. La question du renforcement du système partisan est une question entière. Cela nous amène à constater que le chef de l'État s'est donné le temps de la consultation, le temps de la mobilisation des acteurs politiques autour de son projet, avant maintenant d'être sur le point de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Vous pouvez le conclure, vous pouvez conclure ainsi qu'il a consulté suffisamment, qu'il considère que le temps de la soumission de ces réformes à la représentation nationale est arrivé, que le temps de la satisfaction de sa promesse politique est arrivé. Il n'est pas le juge des réformes, il n'est pas le juge de l'appréciation, il n'est pas le juge de la décision finale. Vous avez l'Assemblée nationale et vous avez la Cour constitutionnelle finalement, éventuellement. Et donc, de ce point de vue, la question sera posée à chacun de savoir s'il a fait son travail. Et quand on aura posé cette question, le président de la République répondra « Oui, j'ai fait mon travail. Les propositions que j'ai soumises au cours de la campagne, que j'ai réitérées, par rapport auxquelles j'ai mis en place une commission, eh bien, ces propositions-là, je les ai transmises à l'Assemblée nationale dans les formes qu'appelle notre Constitution et dans un temps raisonnable. Et vous ne lui ferez pas le grief de faire des réformes alors qu'il aurait été à la fin de son mandat. André. Voilà, je voudrais qu'on revienne un peu sur la question du code électoral. La modernisation du code électoral, ça consistera à quoi concrètement? Vous savez, vous allez me permettre au gouvernement de bien assurer la révision de la Constitution. Parce que la question du code électoral, de manière beaucoup plus ample, c'est une question sur laquelle il faut encore, assez spécialement, solliciter les partis politiques. Évidemment, il y a eu des forats. Il y a tellement de rapports. Abraham Zizidoué, que vous avez interrogé tout à l'heure, s'est prononcé sur la question. Beaucoup d'autres personnalités de ce pays, de véritables experts en ces questions-là. Et que nous avons déjà les orientations générales. Le code électoral doit nous permettre d'aller aux élections, de réussir nos scrutins à moins de coûts, de réussir nos scrutins avec encore plus de transparence, de réussir nos scrutins avec cette donne-là du numérique aussi, de réussir nos scrutins sans faire en sorte qu'il y ait de graves incertitudes, de craintes dans le pays. Et de réussir nos scrutins dans le sens du renforcement des partis politiques, je veux dire du regroupement des partis politiques. Mais dans le détail, il faut encore revenir aux partis politiques. La loi a instauré dans notre pays un calendrier électoral bien connu, mais il est arrivé que par des comportements, des acteurs politiques, que nous n'ayons pas respecté toujours ce calendrier électoral. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour faire en sorte que nos élections se tiennent à bonne date? Déjà, avec la révision de la Constitution. Déjà, avec cette proposition-là d'élection générale. Et puis, dans la foulée de la révision de la Constitution, avec la soumission à l'Assemblée nationale, à la suite des discussions que le gouvernement aura eues avec les acteurs politiques, de tests visant la réforme du code électoral. Je vous ai dit que le gouvernement a entamé, je veux dire, son programme phare, projet phare, je veux dire, sur la dématérialisation. Ça va aussi dans ce sens. L'identification à caractère administratif, ça va aussi dans ce sens. Et donc, on a commencé pas à pas, pan par pan, à orienter sur ce que pourrait être après nos processus électoraux. Il s'agira, dès après la révision de la Constitution, de mettre l'accent là-dessus et d'avoir un code électoral cohérent, avec des institutions efficaces. Monsieur le ministre, nous sommes déjà au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Vraiment, ça s'est passé très vite. J'aurais aimé m'appesantir beaucoup plus largement et longuement sur la réforme du système judiciaire, avec les tribunaux que nous envisageons de construire, avec la gestion de nos maisons d'arrêt, avec la population carcérale vraiment excessive, avec notre politique pénale. Vous savez que dès que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons mis en place, rédigé une circulaire que nous avons distribuée au procureur de la République, avec l'exigence d'élever la rigueur au niveau du parquet quand il s'agit d'infractions
contre tout ce qui trouble l'ordre public, les infractions économiques par exemple, etc. Et donc que les parquets soient exigeants. Mais quand il s'agit des infractions sur la vie, sur la survie, que l'État a la responsabilité de distribuer du pain et de l'eau, s'il s'agit des infractions dans ce sens, d'avoir une compréhension nécessaire, de désengorger. Comme j'aurais bien voulu voir, c'est une question sur la commutation des peines des personnes condamnées à mort qui nous sommes favorables et au cabinet, nous sommes en train de mener la réflexion. Toute solution doit être conforme à la loi. Et bien évidemment, concurremment, nous introduirons le code pénal qui, de manière très formelle cette fois-ci, prononcera l'abrogation de la peine de mort et, par la même occasion, prononcera cette forme de commutation des peines. Alors donc, voilà, ce sont des chantiers sur lesquels j'aurais aimé être interrogé, mais... on le fera ultérieurement. Je vous en remercie. André Dessart. Merci Prévert, merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce premier numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.